pour le coup, le texte et l'image précise, l'extrait précis que l'on recherche. Donc c'est un enjeu qui est très important pour nous, maintenant que le fonds est largement numérisé, puisqu'on est autour de 70% du fonds d'archives de l'INA qui est numérisé. C'est effectivement cette possibilité d'aller encore plus loin, puisque l'internaute en cherche toujours plus vite, avec toujours plus d'exhaustivité, et que notre présence soit elle aussi encore plus forte sur les moteurs de recherche qui changent régulièrement leurs algorithmes et qui font qu'effectivement les acteurs comme nous qui avons besoin de leur puissance doivent s'adapter aussi pour pouvoir effectivement trouver les bons mots ou les bonnes images pour être sûr d'être bien référencés, en tout cas référencés dans les premiers. David, you want to add? Merci, Mathieu. You want to add something on that, and I have a question after that for you. Yes, this is wonderful. And Europeana, in fact, we hope will be connected ultimately to the Digital Public Library of America, which is undergoing formation with the wise leadership of Professor Darnton, Robert Darnton, who is here. But I just want to say something quickly in favor of increased atomization, that in fact the atomization has not happened enough to find enough level. The linked open data standard is hugely, crucially important. It enables elements that were formerly in records to be broken down to their smallest atoms or molecules, to be released to the public so that, into a cloud or commons, so that the information in one library can be linked up with information in another library or in a weather report. There's somebody who wants to know about all French writers who were short and fat. That information is probably not in the library system itself, but it probably is somewhere else. Or French writers who were born on a rainy day. Somebody is interested. Having that type of linkage makes the environment way smarter. And knowledge stops being a series of stopping points where you come to an expert, you get your answer, and you stop. It becomes a series. It becomes a network of continuous links. Monsieur Racine. Juste aller dans le sens de C.D. Weinberger, j'ai parlé d'un effort d'organisation des données, mais en effet, il faut aller très loin. Nous allons aussi en sens inverse vers la fragmentation, par exemple, des notices bibliographiques dans des atomes de sens minimaux avec sujet, verbe, complément, car précisément, ce qui est du coup, parce qu'effectivement, sinon, si quelqu'un cherche quelque chose d'aussi pointu que l'exemple qu'a donné les petits gros, hein, les écrivains français qui étaient petits et gros, en effet, ça risque de ne pas apparaître spontanément. Donc il faut effectivement qu'on indique, qu'on puisse repérer que dans la fiche, que sais-je, moi, je n'ai pas d'exemple d'écrivains français petits et grands, mais mettons grand et barbu comme Victor Hugo, il faut que la fiche puisse, enfin, il faut qu'on puisse détecter l'information Victor Hugo était barbu, donc, sujet, verbe, complément, par rapport à un ensemble d'informations beaucoup plus riche. Donc effectivement, on va à la fois vers la fragmentation et le regroupement. Merci, David. We hear very often that there is no serendipity on the web. This is a very common position we hear every day. Is there some serendipity? Well, don't you also hear every day that the internet is too distracting? Didn't we hear that today? That we need a course in school in order to get students to sit still and concentrate? From my point of view, that is school, nevertheless. Don't we hear this every day? How can you say both things, that there's no serendipity and the internet is too distracting? What do you think serendipity looks like? It looks like what's distracting. The internet is hugely serendipitous. And in fact, the task that all of us, I think, have succeeded at to one degree or another is to find the sources of useful serendipity. So it may be a mailing list, it may be a site like Reddit or some other Hacker News is great for developers. It could be, every day I check a aggregation of sites that I've put together for my morning newspaper. There is so much serendipity that we complain about it all the time. Philippe, un mot sur la sérendipité. Voilà. J'ajoute un mot. Sur Internet, on peut trouver à peu près tous les exemples qu'on souhaite de sérendipité, de diversité de la culture, etc. Parce que en valeur absolue, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en valeur absolue, aujourd'hui,
je vous mets au défi de ne pas trouver sur Internet une référence à laquelle quelqu'un qui serait dans la salle penserait. Et à partir du moment où on la cherche, et on la cherche au bon endroit, où on la demande au bon endroit, de toute façon, la référence est créée. Donc je veux dire, on est vraiment dans un environnement qui est vivant, qui évolue, et on ne peut pas dire que la référence n'y existe pas, parce qu'elle va forcément y exister à un moment donné. Ça, c'est en valeur absolue. Après, je dirais, ce qui inquiète peut-être certains acteurs, c'est ce qui se passe en pourcentage, ce qui se passe dans les grandes masses. Parce que c'est vrai que sur Internet, je dirais, il y a aussi un certain nombre de mécanismes, il y a l'association de plusieurs mécanismes qui concourent à renforcer encore les phénomènes de hit ou les phénomènes de concentration de la demande ou les phénomènes de mise en valeur plutôt de certains biens ou de certains artistes par rapport à d'autres. Je vous en donne 3. Pour vraiment gérer l'immensité des contenus, c'est l'automatisme aujourd'hui qui remporte la palme, si vous voulez. C'est juste pas possible à la main, comme on dit. C'est-à-dire que Yahoo est très vite dépassé par Google parce que la technologie de Google marche bien et qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas exhaustive, c'est quand même la meilleure. Voilà, donc ça, il faut bien l'avouer. Et comme le disait Bruno Racine à l'instant, on ne peut pas s'en affranchir, on ne peut pas jouer sans Google. C'est juste pas possible. Alors cet effet de mécanisation aujourd'hui des grands volumes va s'associer à plusieurs choses, à certains autres effets comme sur Amazon par exemple, ou sur Amazon parce que je dis, moi je vais aussi Amazon mettre en avant mes best-sellers, parce que ce sont les livres les plus demandés ou les CD les plus demandés. Si on associe ces deux mécanismes, on peut très vite entrer dans un mouvement, dans un effet boule de neige. C'est-à-dire que parce que les livres se vendront plus, ils seront plus référencés, et parce qu'ils seront plus référencés, ils seront plus visibles, par exemple, sur certains moteurs de recherche. Et il y a un troisième mécanisme qui arrive aujourd'hui, dont vous avez parlé aussi, c'est celui des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, tout est fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour associer la mécanisation avec le facteur humain. C'est-à-dire que les fameux plugins sociaux, le plugin social, c'est rien d'autre que agréger tout un ensemble de mécanismes, de fonctions, d'actions qu'il faut faire pour accéder à l'information ou pour la créer en un seul bouton. Donc c'est un peu un rêve de l'humanité. Avec les réseaux sociaux, ce qui marche bien, en un clic, je vais faire en sorte que ça va marcher encore mieux. Ces trois mécanismes aujourd'hui sont propres à créer vraiment des effets de hit plus importants encore que ce qu'on a connu dans d'autres médias. Je termine juste sur un exemple qui est assez remarquable. C'est Patrick Zelnick qui le citait pendant les interviews. C'est pendant les victoires de la musique en France, les dernières, Benjamin Biolay était en lice, place numéro 60 en termes de vente sur iTunes au début de la compétition. Télévision, hein, on est à la télévision. À la fin de la compétition, Benjamin Biolay gagne. Il est numéro 1 des ventes sur iTunes. Donc ce qu'on voit, c'est que le prescripteur aujourd'hui, c'est le concours, relayé par la télévision, qui est encore aujourd'hui, en termes de prescripteur technique, celui qui touche les grandes masses. Par contre, à partir du moment où les grandes masses sont au courant d'une référence, ce qui les transforme en vente directement et dans l'instant aujourd'hui, c'est une plateforme intégrée, par exemple, comme celle d'Apple. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour ces experts avant de passer à la deuxième partie? Pas de questions, tout le monde est bien à l'aise en SEO? Oui, bonjour, Élie Trébillon, Train Expo SNCF. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous différenciez le livre au disque? Est-ce que pour vous, c'est différent? C'est la même approche ou c'est la même cuisine, si je peux m'exprimer ainsi? Ok. Je vais commencer par répondre à la question, comme ça. Répétez juste la question. Ouais, donc, est-ce que nous différencions dans notre analyse le livre du disque dans cette question de référencement et de prescription sur Internet? Est-ce qu'il y a des règles du jeu différentes, etc. Je veux bien commencer si... de manière courte. Très courte. Il y a une différence fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche analysent essentiellement du texte, d'abord. Comme le disait Bruno Racine tout à l'heure, le prérequis, c'est que l'ouvrage soit, numérisé, c'est-à-dire qu'on puisse accéder à son texte à un moment donné, ou une partie de son texte. À partir de ce moment-là, le moteur de recherche, c'est le meilleur outil dont on dispose aujourd'hui pour accéder, pour que tout le monde puisse accéder à toute l'offre. Voilà.
Et ce qui n'est pas encore vrai aujourd'hui sur la musique. Sauf que des plateformes comme Shazam commencent à transformer également la musique audible en référence. David, you want to add a word? Because I missed the beginning of the question, I apologize. But clearly we want differences in how they're curated and what the network that we build around them to be like, the semantic network. Books are different than music, and the connections between books are very different. Although it would be fascinating, and this will happen over time, to see layers of the connections between musical pieces grow. And at that point, we will understand why copyright is killing culture. Merci beaucoup à vous. Je vais appeler Cynthia Fleury et Gilles Babinet. Cynthia Fleury est philosophe, professeur associé à l'Université américaine à Paris en philosophie politique. Nous allons avoir son regard sur la prescription, le référencement. Et Gilles Babinet est un serial entrepreneur et aujourd'hui le président du Conseil national du numérique. Cynthia, la prescription, référencement, ces termes signifient que quelqu'un classe, choisit, propose. Qu'est-ce que ce serait un Internet où on ne propose rien, où l'internaute est livré au hasard, comme le promeneur dans une forêt sans chemin, sans sentier? Alors, je vais faire une réponse qui ne va pas vous satisfaire parce que, en fait, il y a fort à parier que jamais on pourra vérifier la possibilité de votre hypothèse, tant la marchandisation du référencement est quand même quelque chose qui intéresse très, très fortement. Donc, en fait, je vais répondre un peu différemment. D'abord, effectivement, sur la question de la prescription, ça renvoie à des questions de quelle prescription on parle. Donc, l'indépendance de cette prescription, la déontologie de cette prescription, la transparence, la neutralité. Et ce n'est pas quelque chose d'ailleurs qui est spécifique simplement à l'univers marchand. Les enseignants, les professeurs dont je suis, eux-mêmes ont approuvé toujours leur légitimité aussi par la déontologie, par la transparence sur le lieu d'où ils parlent, même si après ils font tout l'effort nécessaire pour être le plus impartiaux possible, mais c'est pas toujours possible. Moi, je voudrais revenir sur, puisque tout à l'heure vous avez aussi parlé de qui prescrit, sur la promesse ambivalente, en tout cas très particulière d'Internet, à savoir une remise en cause tout de même de l'autorité, des autorités, donc on va dire, pour le dire le plus calmement possible, une hybridation de l'autorité. Et donc cette idée que tout le monde peut plus ou moins prescrire. Vous avez une jolie formule d'un auteur qui travaille sur Internet, qui s'appelle Dominique Cardon, qui dit voilà, l'intelligence, ça renverse le modèle de l'innovation, ça met l'intelligence à la périphérie. Alors vous allez me dire oui, du moment qu'il y a de l'intelligence, oui, mais tout de même, bon, l'intelligence dans l'innovation au départ est au centre. Internet met l'intelligence à la périphérie, donc avec ce rêve tout de même que chacun peut participer de la prescription. À côté de ça, vous connaissez la différence entre le monde réel et le monde numérique. Moi, je vais juste rappeler quelques chiffres, parce que qui prescrit, on va dire, une culture dominante très particulière. Internet, c'est, les derniers chiffres du SMSI, c'est 43% des internautes mondiaux qui sont américains, c'est 45% des internautes qui parlent anglais. C'est pour vous dire quel type de contenu nous avons. Selon le PNUD, l'internaute type est un homme de moins de 35 ans, il est diplômé, il dispose de revenus élevés, il habite en ville, il parle anglais. Donc on va dire une figure majoritaire, mais qui est fortement minoritaire. Vous avez une architecture des réseaux qui ont les États-Unis comme plaque tournante. Vous avez entre 80 et 90% des internautes qui représentent 20% des territoires et moins de 2% des internautes qui sont du continent africain. Donc un taux plurilinguistique du web qui est à 0, on va dire un tout petit peu plus. Donc cette vérité-là, elle est que fatalement derrière, cette grande idée de la diversité culturelle, etc., qui viendrait aussi travailler la notion de prescription, elle est un tout petit peu limitée. Alors moi, je vais essayer de montrer à la fois des choses positives. Vous avez ce qu'on appelle un espace public plus ouvert,
On a quitté ce que Habermas avait appelé la sphère publique restreinte. Vous parliez des journalistes, vous parliez des enseignants, c'est-à-dire les professionnels de la médiatisation. Tout à l'heure, Weinberger a dit, voilà, nous sommes devenus, nous tous, nos propres médias. C'est ce qu'avait dit aussi Castells. Donc, ça, c'est entre guillemets une bonne nouvelle. L'autre nouvelle qui est un tout petit peu différente, c'est que les logiques de fabrication du consentement, les logiques de Chomsky, etc., persistent. Vous aviez, cette théorie de Friedman que le monde est plat. A priori, non. Et Internet ne rend pas le monde plat. Au contraire, il produit encore plus d'effets de concentration et de relief par ces effets justement de référencement et qui ne sont pas si ouverts que cela ou qui nous amènent toujours ce que nous connaissons déjà d'une certaine manière, ce qui fait déjà lien avec nous, type Facebook dans un moindre ressort, mais Facebook vous fait connaître des amis que vous connaissez déjà. C'est le principe de Facebook. Donc vous avez ça et en même temps, heureusement, il n'y a pas de culture sans appropriation culturelle, il n'y a pas de culture sans mécanisme d'emprunt, mécanisme de réitération, d'invention, de tout ce que vous voulez. Et donc, fondamentalement, heureusement, on résiste en même temps que on attrape ces contenus culturels. Alors, qui prescrit fondamentalement aujourd'hui l'idéologie quand même utilitariste, l'idéologie performante? Je ne sais pas, ici, je parie que vous allez au-delà de la page 50 de Google, tous, pour aller vérifier ce qui se cache derrière ce magnifique outil de référencement. Bon, non, généralement, on fait 3 pages à peine, on peine, et on a déjà un sentiment d'exhaustivité. Donc, cette vérité-là. Vous avez bien évidemment la pression de l'actualité, de la rumeur, de ce qui tout d'un coup est embarqué, donc de cette parole peu qualitative. Donc ces 2 prescriptions-là, elles ont une forte présence sur le net. Donc moi, je plaide beaucoup pour, on va dire, un contre-usage, entre guillemets, d'Internet, non pas laisser Internet, mais l'utiliser différemment, ou un usage contre-intuitif, c'est-à-dire Internet pour remettre du temps l'ombre, passer des heures à aller dépasser cette fameuse page 50, démultiplier les moteurs de recherche, aller retrouver nos grandes instances de référencement que sont la BNF ou autres, puisque pour faire, ce sera un plaisir à Bruno Racine. Donc voilà. Donc contre tout cela, on a, et j'en termine, différentes choses. Donc cet usage contre-intuitif, on a la sérendipité. Tout de même. La sérendipité, elle est intéressante, mais elle est intéressante que si, vous savez, c'est la formule de Pasteur, que si on a un esprit préparé. Donc vous aurez beau avoir le meilleur référencement possible, si derrière vous n'avez pas préparé, vous n'êtes pas préparé à l'art de découvrir, donc en somme, si vous n'avez pas fait un enseignement, un apprentissage pour faire cela, généralement vous passerez à côté de cela. Et donc, en somme, moi, ce que je trouve très intéressant avec Internet, c'est cette capacité qu'on a de déstructurer la notion même de médiatisation. C'est-à-dire que très souvent, vous utilisez Internet pour aller directement à une source, pour vous passer donc des autorités. Donc, vous démédiatisez d'une certaine manière, dans le sens de médias traditionnels. Et puis ensuite, vous avez votre accès. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remédiatiser ce contenu. C'est-à-dire vous allez vérifier ce que vous avez capté de façon un peu directe et vous allez le confronter aux grands médias traditionnels ou à d'autres types d'autorités. Et c'est cette manière, d'une certaine manière, de déstructurer la notion même de médiatisation qui, pour ma part, je trouve intéressante par rapport à la notion même de prescription. Merci Cynthia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Google dans la salle? Est-ce que j'ai cru voir Monsieur Drummond tout à l'heure? Est-ce que Monsieur Drummond est toujours là? Non. Quelqu'un de Google? Ils se cachent? Ils étaient là tout à l'heure. Bon, Mats Gardner, tu veux dire un mot? Est-ce que tu crois possible, l'ancien patron de Google France, tu crois possible qu'un jour on pourra en savoir un peu plus sur la boîte noire de Google, sur les coups de tournevis qui sont mis sur les algorithmes ou pas du tout?
Merci, bonjour à tous. Je pense que déjà, donc, l'algorithme est censé tomber dans le domaine public dans pas très longtemps, je crois. Quand ça Je crois que c'est en 2014, il y a une histoire comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont tout faire pour maintenir ce secret le plus longtemps possible, parce que là, on est dans des enjeux économiques qui sont extrêmement vastes, quoi. Donc, je ne vois pas ça arriver à court terme. Donc, pas de possibilité d'avoir un petit peu plus de transparence sur la manière dont remontent ces informations? Moi, je pense qu'il y a un tel enjeu de pouvoir et de domination économique que ça me paraît être une préoccupation stratégique de Google d'en dire le moins possible, et ça me paraît d'ailleurs assez facilement explicable. Je pense que voilà, c'est quand même une façon de garder une longueur d'avance également sur des concurrents qui ne vont pas manquer de se positionner. On est quand même dans l'Internet, qui est un univers extrêmement mouvant, où les positions se prennent rapidement, où les positions changent rapidement. Par exemple, si Facebook arrive à intégrer un moteur de recherche avec un partenariat, par exemple, avec Microsoft, on est dans un basculement extrêmement rapide des rapports de force. Donc, de ce point de vue-là, je pense que tout ce qui permettra à Google de garder une longueur d'avance en termes de pertinence, de rapidité, d'avoir un classement de plus en plus fin, d'anticiper ce que recherchent les gens, de personnaliser les résultats le plus possible, ils vont tenter de le faire pour garder cette suprématie qui a fait de Google un endroit et une marque que les gens adorent. Et ça veut dire effectivement du secret, ça veut dire voilà, on est vraiment dans une guerre industrielle qui implique une forme de secret, de préservation de ce secret. Et je trouve ça finalement assez normal. Après, la question plus fondamentale, c'est Google ayant acquis par la qualité de ses produits et de ses algorithmes une telle renommée et ayant acquis auprès du public une telle force, étant une marque aussi reconnue, ça lui confère effectivement un pouvoir et des responsabilités tout à fait considérables. Je trouve que tout à l'heure, on n'a pas évoqué dans la partie référencement naturel le fait que voilà, c'est quand même une entreprise privée qui s'arroge en fait la possibilité de classer les œuvres culturelles. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, et je suis assez d'accord avec ce que disait le professeur tout à l'heure sur le fait qu'on n'a jamais eu autant de choix et autant de possibilités d'accéder à autant de contenu. Donc ça, c'est la partie positive. Voilà, après, il faut être bien conscient de cette supériorité économique qui fait qu'ils vont effectivement chercher à préserver ce secret le plus longtemps possible. Merci Matt. Cynthia, est-ce que le référencement peut être neutre, à votre avis? Non, le référencement, il est pas du tout neutre. Et aujourd'hui, on sait à quel point les mots étaient très forts qui ont été employés. C'est une guerre économique, c'est un secret. Voilà, il nous faut un Wikileaks. Wikileaks a mis quand même dans... Alors après, on peut débattre du fait que Wikileaks ait mis en danger la raison diplomatique, mais en dernière instance, c'est pas si mal. Peut-être qu'il y a une raison économique à mettre voilà, un tout petit peu à déverrouiller la transparence, la non-transparence de ces instances-là. Sur Google, c'est essentiel. Il y gagnerait d'ailleurs peut-être. Gilles Babinet, c'est quelque chose que vous partagez, cette crainte sur l'ethnocentrisme d'Internet. Est-ce que vous êtes exprimé sur ce sujet récemment? Oui, je crois qu'effectivement, on part du constat que Internet c'est une invention occidentale et par conséquent qui a une dominance très très forte des contenus occidentaux. Ceci étant, je pense que c'est important de le dire et c'est vraiment, il faut avoir à l'esprit ça. Il y a aujourd'hui plus de 4 milliards de gens qui ont des mobiles sur Terre. Pratiquement plus de 2 milliards d'entre eux viennent du monde émergent. Et dans un an, ces gens-là vont commencer à accéder massivement à Internet par le biais de ces mobiles. À partir de 2013, il y aura plus de gens qui accéderont à Internet par les mobiles que par les plateformes fixes. Et de facto, je pense qu'on n'est pas conscient qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on a 40% des pages web qui sont identifiées comme appartenant
à l'extérieur du monde occidental. Je sais que c'est un chiffre important, c'est un chiffre que j'ai du mal à trouver, et qui vient beaucoup des